Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Salon Tactique. Je crois que c'est le 6 ou 7e déjà, ça fait une semaine que l'émission est lancée. C'est très très cool de pouvoir le faire tous les soirs avec vous en aussi bonne compagnie. Et encore une fois, on va discuter de tous les matchs de la journée. Vous voyez la plage qui est prévue à cet effet. Et encore une fois avec monsieur Dan Pérez, comment vas-tu monsieur? Salut Zach, ça va très bien. Peut-être un peu moins bien que toi, je crois, mais ça va super. Ouais. Belle journée de Coupe du Monde. Moi, ça va très très bien, hein. J'ai vraiment la forme ce soir, j'ai vraiment l'humeur, il y a tout qui va bien. Ah, il y a tout qui va bien et je suis également ce soir, les amis, avec monsieur Raphaël Cosmidis, encore une fois ici. Comment allez-vous, monsieur, ce soir? Très bien, ça va très bien Zach. C'était, comme on l'attendait, une belle journée de foot, avec en plus des résultats qui ont tourné en faveur de quand même d'un de nos membres du trio là quand même. C'était Oui, une belle journée Zach, on va tout à forcément en fait. parler là, ce sera pas forcément le 1er sujet, mais c'était un grand moment ce Belgique-Maroc, en espérant que ça continue comme ça. Et puis ce Espagne-Allemagne qui m'excitait beaucoup et qui a été très intéressant, qui a été riche, où il y a eu beaucoup de choses, un match qui s'est découpé en plusieurs actes et non, non, Ouais. c'était une bien belle journée, et qui en plus promet une troisième journée pour la plupart des groupes, encore très stimulante. Moi, j'ai une question, tu sais quoi, très rapide avant qu'on entre dans les méandres, du programme et cetera. Ce Espagne-Allemagne, on en attendait beaucoup. Vous avez été satisfait de ce que vous avez vu? Est-ce que ça correspondait à la hauteur d'un tel match pour vous ou c'était peut-être un petit peu en deçà de ce que vous attendiez? Je pense que tu dois poser la question peut-être par rapport au nombre d'occasions qu'il y a eu dans le match. Mais puisque enfin, personnellement, j'ai trouvé ça génial. Enfin, Mmh. génial, c'est peut-être un peu fort, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était un Ouais. match d'une très grande intensité, Mmh. avec enfin, beaucoup d'implication, beaucoup de préparation des deux côtés, Ouais. des joueurs de haut niveau. Franchement, je me suis pas ennuyé sur le match, ouais, vraiment pas une minute. Je sais pas ce que vous en pensez vous? Bah, Moi j'ai Raphaël, kiffé. sur le plan technique, déjà, c'était quand même quelque chose. Notamment la première période, parce que la deuxième, je pense qu'on en parlera, l'Allemagne a joué différemment et ça a un peu oui, emporté le jeu de son côté. Mais la première période de l'Espagne sur le plan technique, c'était fabuleux. Très ouais, peu de pertes de balles, des joueurs qui savent ce qu'ils font, des performances individuelles, on va en parler, marquantes quand même, et pas oui, forcément d'ailleurs du côté espagnol. Il y a eu des belles performances individuelles chez les Allemands. Des équipes où tu sentais qu'elles savaient comment elles voulaient défendre, elles savaient comment elles voulaient attaquer. Est-ce qu'elles y sont parvenues à chaque fois? Pas forcément. Et puis il y a ce changement d'attitude et de plan en deuxième des Allemands, ce qui fait que ça en fait un des matchs les plus complets, tu vois, comme je disais, les plus enrichissants du mondial. Alors en effet, c'est un match qui est pas très riche en occasions. Tu vois, on ouais. aurait pu s'attendre à un match qui s'envole, qui fait 2-2, 3-2, 3-3, des choses comme ça. Ça n'avait pas été le cas parce que ça a été souvent dans le contrôle, mais comme beaucoup de matchs de cette coupe du monde au final, où les événements s'emballent plutôt en deuxième. Mais par contre, ouais, la qualité des 2 équipes, des joueurs et l'activité et l'action des coachs fait que c'est, pour moi, pour l'instant, le match de poule de ce mondial. Pas pour le scénario et pour, le côté surprise ou résultat, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui nous ont impressionnés sur ce plan-là, la victoire du Japon, le Maroc contre la Belgique et toutes ces Bien choses-là, sûr. et encore d'autres, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Mais par contre, tu peux te dire que tu vois, c'était un quart ou une demi-finale de mondial, et Moi, sur le plan du niveau, c'était ça. j'ai vraiment bien, bien kiffé ce match. Et peut-être un peu mou à certains moments, c'est pas très long, hein, mais c'est vrai que j'avais trouvé peut-être un petit peu mou par moment, mais c'était vraiment un match de très haut niveau et ça se ressentait. J'ai bien aimé le changement de plan allemand parce que je vous jure que pendant un moment, j'ai cru que ça allait commencer à virer, notamment en seconde avant peut-être l'entrée de Füllkrug. Je commençais que ça allait, enfin, je commençais à penser que ça allait vraiment pencher côté espagnol. Les Espagnols ont fait une performance vraiment monstrueuse, surtout en première mi-temps. Une performance sur le plan technique qui était énorme. Je me demandais comment est-ce que s'ils allaient tenir les mêmes choses lors du Costa Rica, à savoir Rodri défenseur central, s'ils allaient repartir avec Asensio en faux neuf, Ferran Torres sur le côté et tout. Euh, et donc ils sont repartis sur quasiment la même formule, mais j'ai trouvé le milieu assez performant, Pedri dans une forme absolument énorme. Et j'ai bien aimé parce qu'on retrouvait le même type de course, mais toutefois un petit peu plus gêné cette fois par le pressing allemand. Et au global, quand même, après la première mi-temps, j'ai eu le sentiment que l'Espagne avait quand même
bien dominé avec notamment la grosse frappe aussi de Dani Olmo arrêtée par Manuel Neuer. La première mi-temps, pour moi, elle penche vraiment côté espagnol. Vous en avez pensé quoi, vous? Vas-y, Raph, vas-y. Non, ouais, la première est vraiment pour l'Espagne. En termes de possession, je crois que l'Espagne a 70% du ballon. En termes Ouais. d'occasions créées aussi, ils sont devant sur la première période. Ils n'ont pas énormément d'occasions sur la première. Ils n'ont pas Mm. énormément d'occasions d'ailleurs sur l'ensemble du match, mais tu sens par contre une supériorité parce que tu vois que l'Allemagne n'arrive pas à récupérer le ballon. Ouais. Et ça a changé en deuxième. Mais vraiment en première, l'Espagne pouvait sortir proprement, pouvait s'installer dans le camp allemand, pouvait faire circuler. Ça a Vous été pouvez moins le cas en toucher des mecs deuxième. hauts, hein, qui décrochaient des fois, hein. Ouais, c'est ça. Et on s'était dit, quand on avait parlé de ce match-là, qu'on verrait qui allait réussir à presser l'autre équipe. Finalement, sur la première, c'est l'Espagne qui a réussi à presser l'Allemagne. Je vais un peu montrer comment ça s'est passé grâce au tableau. Le tableau, Oh c'est là l'heure du Ah, là, le tableau. magnifique. tableau. Et en Tu vas plus, maintenant, on passer a en le grand plein écran en écran. plus. Ouais, on a Ouais. le plein écran, donc je vais pouvoir montrer tout ça. Donc en rouge, on a l'Espagne avec son 4-3-3 classique. Et en bleu, Mhm. on a l'Allemagne qui était en 4-2-3-1 et un vrai 4-2-3-1 pour le coup, parce qu'il y avait. Alors même si Kerrer parfois pouvait faire troisième central, il a souvent occupé une position de latéral, en tout cas sur les sorties de balle. Et ce qui était intéressant chez l'Espagne, c'est qu'ils avaient clairement un plan sur la sortie de balle de l'Allemagne pour les gêner. Donc quand Neuer faisait la passe, généralement vers sous le axe droit, ce que faisait l'Espagne, c'est que c'était ici Asensio qui sortait sur le central, donc sous le. Si le ballon allait sur Kerrer, et ben ça continuait là-bas, et c'était de ce côté-là Dani Olmo qui sortait. Et Ferran Torres, au lieu de rentrer dans sa ligne, ce qui est généralement le cas dans ces équipes-là, où ça coulisse, on fait comme ça, et on fait une ligne de 4 en gros, voire 5 derrière, comme ça, Ouais. il rentrait pas dans sa ligne, et il restait très très haut ici, proche de Rudiger, pour éviter en fait que l'Allemagne ne fasse tac, revienne à Neuer et rejoue là. Donc ils étaient obligés de revenir à Neuer, mais ce que faisait Neuer souvent, et on l'a vu, je pense, en première période, vous avez remarqué, c'est qu'il y avait toujours ce ballon par-dessus pour Oui. Rome, mais Neuer a été en Plusieurs fois, même en difficulté une touche, des techniquement. fois. Ouais, et Neuer a été en difficulté techniquement sur ce plan-là, il n'a pas forcément donné des super ballons, ce qui faisait que l'Espagne avait le temps de basculer et d'aller sortir sur des jeux longs assez moyens, soit avec un relayeur qui sortait, soit avec ici Carvajal qui abandonnait l'ailier et qui sortait très haut et s'était couvert par les autres. Donc l'Espagne a vraiment réussi à maîtriser sur la première période le pressing, à récupérer beaucoup de ballons hauts et à faire circuler ensuite. Alors que du côté allemand, ils n'ont pas vraiment réussi sur la première à aller chercher très très haut. Ils ont plutôt attendu Ils dans ont un. essayé, pourtant, ils ont essayé, Ils ont hein. essayé, mais ils ont eu un bloc haut, mais ils n'ont pas réussi à gratter des ballons dans les pieds des centraux espagnols ou du gardien espagnol. Assez rarement sur la première. Alors que finalement, une de leurs Malgré meilleures tout, occasions là sur où la je les ai deuxième vient, par trouvés, là, vient comme ça. là où j'ai trouvé moi l'Allemagne intéressant, enfin en première mi-temps, je sais pas si c'est un avis différent, mais ça m'a intéressé de voir l'Allemagne aussi aussi bonne défensivement parce que justement une fois que bon ils ont perdu la bataille de la possession, en tout cas l'interrogation qu'on avait avant ce match-là. Une fois que bon bah c'est l'Espagne qui avait la balle, comme l'a expliqué Raph, il y avait aussi la question comment l'Allemagne va agir sans le ballon. On l'a vu au dernier match, à des matchs précédents, quand il faut vraiment défendre, c'est compliqué. Et là, ce qui a été intéressant, j'ai trouvé, c'est que dans ce 4-2-3-1, avec Gundogan sur Busquets, avec Kimmich qui sortait sur les décrochages de Pedri, Ouais. l'Allemagne a réduit considérablement le jeu à l'intérieur, le jeu entre les lignes de l'Espagne. Il y a une fois où Pedri trouve Gavi derrière les milieux et c'est l'action de la barre transversale de Dani Olmo. Mais Ouais. sinon, c'était assez fermé et malgré la qualité technique de l'Espagne, au final, ils ont réussi assez peu. Ouais. Ils finissent avec 4 L'Allemagne, tirs. L'Allemagne a fait beaucoup de fautes aussi quand ils ont senti que la ligne de pression allait être cassée, hein. Il y a plusieurs Oui. fois où Pedri et Gavi éliminent sur la prise de balle et l'Allemagne fait faute. Il y a eu beaucoup de fautes allemandes dans les 40 mètres de l'Espagne sur la première période. Ouais, et Mais notamment Kehrer, par exemple. Et ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que cet espace-là a été réduit à l'intérieur, ça a poussé parfois à faire l'Espagne, notamment à utiliser les diagonales. Laporte a essayé un peu d'aller toucher les excentrés. Mais malgré tout, après cette première mi-temps, tu te dis quand même, bon, on a deux équipes qui sont, qui sont à leur niveau, en tout cas à leur statut, notamment parce que côté allemand, même sans la balle, il y a quelque chose de cohérent, t'exploses pas, il n'y a pas des trous partout, ouais. alors que c'est ce qu'on aurait pu craindre.
Mais moi, Et je pense que j'ai ouais, regretté, vas-y, Zach. j'ai regretté un truc en première mi-temps côté allemand. On l'a vu de temps en temps, notamment avec certains appels de Gnabry, c'est qu'ils ont essayé quand même de jouer un peu rapide des fois, Exactement. notamment en profondeur, mais que ça manquait de vitesse en attaque et que Gnabry était souvent aussi des fois hors jeu. Je crois que ça arrivait 1 ou 2 fois en première mi-temps, mais que du coup, tu sentais ce manque de vitesse et que le Thomas Müller en faux neuf, c'était peut-être pas très porteur. C'est peut-être ça dont tu vas nous parler, mais je trouve qu'ils n'ont pas assez, enfin Raph, mais je trouve qu'ils n'ont pas assez exploité à des moments les failles de l'Espagne sur ce côté-là. Voilà. Ouais, je voulais continuer ce que disait Dan sur la manière de défendre de l'Allemagne et pour reprendre ce que disait Enki, que je connais sur le chat, qui disait que l'Allemagne, c'est vrai, a réussi à brisser en bloc médian. Donc là, c'est l'Allemagne qui est en bleu et l'Espagne qui est en rouge sur les sorties de balles de l'Espagne, pour Ouais. montrer. Et en fait, ils fermaient toutes les passes intérieures. Donc à chaque fois que les centraux avançaient balle au pied, les passes vers ici Gavi ou les passes là-bas vers Pedri étaient fermées par les joueurs du 4-2-3-1, les deux ailiers là. Donc là, tu avais de ce côté-là Niabri et de l'autre, tu avais, je suis en train d'oublier les joueurs, Musiala, Musiala qui jouait ici. Ils fermaient les lignes de passe très à et en plus, tu l'intérieur. avais les deux milieux ici qui étaient proches de Pedri et Gavi, ce qui faisait que l'Espagne avait peu de passes intérieures. Par contre, ils avaient des possibilités pour aller jouer sur les côtés. Et c'est là, par contre, que peut-être l'Espagne peut s'améliorer, et même doit s'améliorer. C'est ce que proposent Alba et Carvajal quand ils sont libres pour avancer balle au pied, ou des jeux même extérieurs, des passes longues de ligne pour aller chercher la profondeur. Il y en a eu quelques-unes. Je crois qu'à un moment, c'est Alba qui a un ballon ici et qui lance Olmo dans la profondeur. Je crois que Dan t'en a Ouais. parlé de cette action-là, où il y a un hors-jeu à la fin, mais c'est une bonne action. Et l'Allemagne a vraiment défendu intérieur sur la première période, mais ils ont eu quasiment rien offensivement. Et Non. Ouais, mais c'était un ça match rejoint ce que que. disait Zach, c'est-à-dire qu'à la récup, ils ont essayé. Tu sens que c'était préparé, c'est-à-dire que tu voyais, il y avait des courses tout de suite, Voilà. Gnabry, Müller, mais Moussiala pour des ensuite fois. réussir à les toucher, pour les toucher en profondeur, c'était compliqué. Soit ils étaient hors jeu, comme tu l'as dit, soit l'Espagne fermait bien. En deuxième période, finalement, le but qu'ils mettent, c'est aussi une transition où ça va vite chercher la profondeur. Oui. Mais en tout cas, malgré tout, en première mi-temps, je pense qu'ils se rassurent, eux, mentalement, parce qu'ils arrivent à proposer quelque chose de très, très costaud, très, très solide, alors que c'est pas là où on les attendait. Moi, tu vois, il y a un truc que je m'étais dit et c'est assez drôle parce que quand je l'ai pensé, c'était aussi retranscrit par ton tweet, Raph, mais genre l'Allemagne des faux neufs et d'essayer à des moments de jouer du jeu un petit peu plus, on va dire, je sais pas, posé, réfléchi. Alors que quand ils ont fait rentrer Niklas Füllkrug et aussi Sané à un moment à la fin et que ça a commencé à attaquer plus vite, à des moments où ça a commencé à toucher plus rapidement, c'est là où l'Allemagne a commencé à être dangereux et au final, en ayant eu une Espagne qui a sans doute dominé dans le jeu la plupart du match, bah, l'Allemagne termine devant expected goals, quoi. Ouais, et sur la deuxième période, largement, hein. Grosse domination de l'Allemagne en termes d'occasion sur la deuxième période, Ouais, notamment à partir des changements de Hansi Flick. Parce que quand tu lances le match, quand tu arrives à le mettre dans un registre qui n'est plus celui de l'Espagne, où Dan l'a dit, il y a de la transition, il y a du combat, il y a du second ballon, il y a des espaces ouverts. Et forcément, on l'a vu à un moment où Goretzka, il casse la ligne de pression et il y a un Espagnol qui essaye de l'attraper par le maillot, qui essaye de le tacler, qui essaye de lui faire une cuillère et il n'y ouais, arrive pas. Je sais plus ouais. si c'était Pedri ou Gavi. Mais il fallait que l'Allemagne, pour aller marquer, mette le match sur ce plan-là. Et je pense que, comme l'a dit Dan, la première période, elle rassure sur la capacité à rivaliser avec l'Espagne sans ballon. Parce que t'as pas Mais de Ouais. c'était ballon, au t'arrives rythme à. de l'Espagne, Sans le ballon, match en parce première C'est qu'avec période. ça. ballon, avec ballon, c'était pas, Voilà. pas Mais dans la même par eau. contre, c'était le match de l'Espagne, l'Allemagne n'arrivait pas à sortir. Et Voilà. quand en deuxième, ils ont un peu déstructuré le match, ils l'ont rendu chaotique, ben là, tu as vu les qualités allemandes. Et tu as vu Sané, tu as vu Füllkrug, tu as vu Musiala qui s'est éclaté, mais tout le long du match. Et je pense que Goretzka. pour l'Allemagne, quand ils vont jouer contre l'Espagne, quand ils risquent de jouer contre le Brésil, voire même par moment contre l'Angleterre, si l'Angleterre arrive à les presser, il va Mm. falloir qu'ils soient capables de faire ça aussi. Et pas forcément d'être l'équipe de 2014 ou de 2018 qui était dans une maîtrise extrême, ou de 2016, qui était une super équipe, mais Ouais. aussi de se souvenir un peu du football allemand de Jupp Heynckes, le 2013 contre le Barça, qui explose physiquement contre le Bayern, et de l'Allemagne de Klopp aussi, c'est-à-dire le Dortmund du début des années 2010, où c'est de Bah la ouais. transition, où c'est du combat physique, où c'est des grandes courses, et là-dessus, ils ont un effectif qui peut faire très très mal. Mais moi, il y a un truc vraiment qui m'a impressionné, c'est quand ils ont commencé à amener le match, comme on dit, tu sais, sur un plan physique, un plan plus déstructuré et tout. Mais surtout aussi l'impact des changements. Les changements espagnols, j'ai trouvé l'impact des entrants très limité. L'entrée de Nico Williams, pour moi,
Ça va que c'est un jeune parce que sincèrement, à mes yeux, il a peut-être, perdu énormément de crédit aux yeux du sélectionneur. Son entrée, j'ai trouvé très mauvaise, notamment la course là qu'il perd face à un Goretzka, qui a les veines bien sorties quoi. Genre qui j'ai Ouais. trouvé ça j'ai trouvé ça impressionnant. Mais, sorti de ça, ce que je veux te dire, c'est que dans les entrants allemands, tu as Leroy Sané qui rentre, qui a un impact qui est quand même assez bon, assez positif. Tu as Sané, pardon, tu as Füllkrug qui rentre, qui marque le but et qui marque le but sans aller dans tous ces côtés faux neuf, danger et profondeur apporté que par les côtés et tout. Non, il est arrivé, il a allumé, tu vois. Il n'a pas essayé de se casser la tête ou de rater comme un Moussiala l'a fait lors d'une action précédente, tout en profitant en plus pour le coup du contrôle orienté de Moussiala. Et donc du coup, je trouve que l'impact des changements a été largement plus favorable côté allemand que côté espagnol, où j'ai pas eu le sentiment que ça a été très efficace. Après, après, vous parliez du côté déstructuré, et un match qui se joue sur un autre rythme. C'est aussi le problème, c'est que c'est aussi par là, parfois, qu'ils ont pêché Mmh, récemment. Le mmh, match contre le Japon, Hmm. ils font pas un match de contrôle. Donc en ouais, fait, c'est compliqué parce que s'ils voulaient aller sur le contrôle, bah, en fait, ils tombaient là sur meilleur qu'eux. Mais malgré tout, ils avaient besoin quand même d'être un peu de se rassurer aussi. Et au final, contre l'Espagne cette fois, mais on l'avait dit, c'est-à-dire, rappelez-vous, après le Japon, on avait dit, certes, l'Espagne est plus forte que le Japon, mais est-ce que l'Espagne peut faire le même genre de match, c'est-à-dire si le match s'ouvre, si le match part en transition, du ping-pong, etc., est-ce que l'Espagne pourrait sortir gagnante de ça? Rappelez-vous, on avait dit non. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu dans la dernière partie du match. C'est que en fait, sur ce registre-là, contre l'Espagne, l'Allemagne gagnerait. Contre la France, c'est moins 10 ouais. par exemple. Mais tu vois, par exemple, j'ai parlé des changements et heureusement que dans le chat, ils l'ont aussi rappelé. Mais c'est vrai que paradoxalement, l'Allemagne a été mieux dès qu'ils ont aussi apporté plus de profondeur. Mais l'entrée de Morata a fait énormément de bien, que ce soit sur le but ou alors sur l'action où il se fait reprendre par Schlotterbeck, où il la joue vraiment d'une lenteur terrible. Mais dès que les deux équipes ont réussi à avoir des éléments de profondeur supplémentaires, ça leur a fait beaucoup de bien, paradoxalement. Les deux équipes sont parties au début avec des faux neufs, mais bizarrement, c'est quand leurs neufs sont rentrés aussi que bah, les buts se sont débloqués et qu'après derrière le reste des entrants ont fait plus d'effets côté allemand et la structure du match aussi. Mais voilà, j'ai bien aimé l'influence de ça et l'influence aussi le petit rappel que de temps en temps dans le foot avoir un c'est bidon ce que je veux dire, mais avoir un neuf, tu vois, un neuf qui est présent, qui appelle, qui a ce sens là du but, tu vois, ça a aussi une Ouais, efficacité, après, c'est super après important, tu vois. on dit ça aussi, faut reconnaître. Je pense que si Füllkrug marque pas, peut-être que tu dis pas ça. Après, 100%, 100%. En dehors de voilà, son but, j'ai pas trouvé son entrée fabuleuse, hein, mais le but est là et forcément voilà, ça donc me c'est fait toujours prendre le une question de quel risque tu prends, de quoi tu te prives. J'avoue que Füllkrug, je le connais mal. J'ai assez peu vu jouer Wolfsburg cette année, voire pas du tout. Voilà, j'ai seulement lu des choses sur lui. Je sais pas à Bah, quel point il peut. c'est leur seul neuf traditionnel en fait dans Ouais, l'effectif. Ouais, voilà, mais ce que je voulais avec dire, c'est que je Moukoko. sais pas tout ce que tu perds si tu le mets en fait. Mmh. Euh, Bah, je saurais pas vraiment après, le dire, mais j'ai envie de te à dire, mon avis, tu perds beaucoup, même si je connais pas le joueur. bah, tu perds beaucoup si tu remplaces Havertz par Füllkrug, mais quand tu remplaces Müller 2022 neuf par Füllkrug, je sais pas si tu perds beaucoup, tu vois. Parce que Müller, j'ai l'impression que le flic fait en sorte de le garder dans l'équipe. Et ça a été encore difficile pour lui. Alors, il a été discipliné défensivement, tu vois, Dan, mais je trouve que dans ce qu'il propose avec le ballon, il y a un moment, il essaye de faire un appel, mais forcément, c'est difficile, tu vois. Et l'Allemagne n'avait pas trop de profondeur en dehors de lui, parce que Moussiala n'est pas un joueur de profondeur. Et Gnabry était un peu seul dans ce registre-là. Ouais. Et c'est pour ça que le débat sur les faux neufs, là, on l'a, parce que alors des neufs ont marqué, donc on dit qu'il faut des neufs. Mais si l'Espagne avait attaqué un peu plus la profondeur, comme elle a fait sur certaines séquences, avec Olmo qui part profondeur et qui centre deuxième poteau pour Ferran Torres, Voilà. on aurait dit ah, c'est génial d'avoir un faux neuf, regarde, ça ouvre la profondeur, et Olmo Total, et Ferran, mais ils total, ont marqué des total, buts total, magnifiques, tu total. vois. Total, Et, total. Moi, je parle D'ailleurs, plutôt ils pas essayent. pour forcément commencer, mais au moins pour quand ils rentrent, ils ont toujours une utilité à un moment ou à un autre. Je suis pas là en mode les faux neufs ça fonctionne pas, faut tous que les équipes aient des neufs et que ça parte comme ça. Non, c'est totalement facile à comprendre ce que va t'apporter un neuf quand il décroche et si tu as des ailiers qui rentrent et qui envoient des appels tranchants, pour peu qu'ils se tâtent un peu, on le voit avec City avec le Bayern. Mais au moins quand ils rentrent Pardon, des fois, en tout ouais, cas, tu j'ai peux dit vraiment voir Wolfsburg, un c'est impact Werder, incroyable. hein, merci Enki. Ouais. Mais tu regardes pas non plus beaucoup Wolfsburg, Dan. Je regarde ni Wolfsburg ni le Werder, je suis désolé.
Ouais, Les moi, mêmes couleurs. je peux pas T'aimes tout bien le voir. football, toi. Toi, t'aimes que le football d'élite, toi. Le football des petites gens, t'aimes C'est pas ça. vrai que j'apprécie le football d'élite, effectivement, ouais. Non, mais on parlait des attaquants de l'Espagne, enfin des offensifs de l'Espagne. Vous avez vu, ils ont encore fait leur classique, enfin ce qui est en train de devenir aussi une classique, c'est-à-dire le ballon à l'approche de la surface qui est touché sur un côté et il y a un appel vertical d'un des joueurs qui Mhm. emmène la défense et le centreur joue au sol, centre au sol. Je vais le montrer vite fait. Let's Euh, go. je, je sais pas si bon, on va le faire rapidement et je vais. Allez, mon Gadan. Voilà, c'est juste, Vas-y. en fait, on voit souvent ça, en fait, le central, enfin, pardon, soit un latéral, soit un ailier qui est touché ici. On l'avait vu beaucoup face au Costa Rica. Et là, en fait, il y a donc l'Espagne là est en bleu, désolé. Et là, il y a Olmo, par exemple, qui va faire un appel, donc qui va emmener la défense. Tout le monde pense que la passe va venir ici, comme celle sur le but, par exemple, de Morata. Sauf qu'en fait, au lieu de jouer là, ça joue ici. Ça a l'air tout con, hein, et d'ailleurs, ça l'est, c'est tout simple. Mais il y a une occasion d'Asensio comme ça, Danou. Je Il y a crois une qu'il y a occasion, Gavi qui Et il laisse exactement, balance c'est un ce que drop. je voulais dire. Et il balance un C'est drop, ouais. que ça, on l'a vu, les deux premiers buts face au Costa Rica, il y a plein d'autres choses qui se passent, mais il y a entre autres ça. Et ils le font très bien, Olmo et Asensio, dans la surface, c'est-à-dire un emmène, l'autre reste et reçoit la balle au sol, et ils inversent. Et ça commence à devenir un truc classique de l'Espagne qu'il faut surveiller si l'équipe de France tombe sur eux, mais il y a encore du temps. Mais oui, tout ça pour dire que parfois, tu n'as même pas besoin de ce qu'on appelle un vrai neuf pour attaquer la profondeur. En revanche, tu as Ouais. besoin d'attaquer la profondeur, que ce soit pour recevoir directement la balle ou pour créer de l'espace pour les autres. Et À c'est c'est plusieurs pour hauteurs d'ailleurs sur le terrain. c'est pour ça que Gavi fait beaucoup de bien à cette équipe parce que lui, il est capable de se projeter. Et tu as parlé de Il l'entrée de perd beaucoup de Williams, défense. mais il y a aussi l'entrée de Coquet qui n'a pas apporté beaucoup à l'Espagne sur la fin de match, ni avec ballon, ni sans ballon. Et Gavi, il t'apporte la profondeur que Pedri et Busquets ne peuvent pas t'apporter parce qu'ils préfèrent recevoir dans les pieds. Et ça aussi, c'est pour ça que qui porte le numéro 9, ça peut perturber, mais au final, il fait des courses de 9, donc on s'en sort à peu près sur les numéros avec lui. Je suis bien d'accord. Euh, J'aimerais bien, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on parle des Vas-y. coups de pied arrêtés Ouais, de l'Allemagne. Pardon, vas-y. c'est un peu mon point coup de pied arrêté du jour. Pas de problème. Euh, la question, c'est est-ce que sur le but de Rudiger hors jeu, est-ce que c'est une erreur de marquage ou est-ce que c'est une erreur de marquage, un coup de chance ou est-ce que c'est pas ça? Alors, Euh, je vais te le Vas-y, dire quand j'ai je veux bien quand votre j'ai vu ce avis et après vas-y. après je déroulerai. Non, mais vas-y justement, Zach, je veux Quand bien ton quand avis. j'ai vu ce coup de pied arrêté, en fait, je vais être tout à fait honnête, je regardais sur MyTF1 qu'il y a un décalage. Et donc du coup, j'ai refresh ma TL Twitter et j'ai vu Rudiger en majuscule avant même que le coup franc soit joué. Donc c'est-à-dire que je vois le coup franc qui part, je comprends que Rudiger va marquer, donc je regarde que Rudiger sur l'action, que lui. Ouais. Il part de plus loin que tout le monde, d'accord. Il est vraiment reculé sur l'action et il part comme une balle en étant gêné à aucun moment par les Espagnols. Et au final, il est hors jeu sur pas grand chose, mais il est hors jeu quand même. Et je me trompe peut-être, c'est juste un avis, mais c'est plus de la réussite pour l'Espagne que, à mon sens, un truc bien joué, totalement calculé. Parce que vraiment, sur l'entièreté de la séquence, il est quasi pas gêné, part d'un endroit qui est bien pensé. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué côté allemand et de la réussite pour les Espagnols. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Je dis mon avis, Dan, et je te laisse continuer après parce que tu as Vas-y. Vas-y, peut-être vas-y, revu Raph. l'action. T'as peut-être revu l'action, moi je l'ai pas revu. Mais Ouais. moi, quand j'ai regardé, j'ai trouvé. Alors, c'est l'habitude de l'Espagne, mais j'ai trouvé que la ligne était vraiment très très haute sur le coup. Sur le coup franc, il y avait très peu de distance entre le tireur et la ligne fixée par l'Espagne. Et Ouais, j'ai l'impression que ce qui fait, par contre, ce qui donne une chance à l'Allemagne sur le coup, c'est qu'il y a Laporte qui recule et c'est le seul à reculer, j'ai l'impression, sur oui, l'action. Et c'est lui oui, qui Ce passe tout qui, près de ce qui couvrir donne tout le une monde. chance à l'Allemagne. à Oui, l'Allemagne, ouais. oui, oui, Ouais. oui, Total. qui donne une Parce chance à qu'en l'Allemagne, deuxième ouais. seconde, je crois même qu'il y a un CPA où tous les Allemands sont hors jeu quasiment à un moment quand le ballon part, il me semble. J'avais vu un screen Ouais. passer. Ouais. Alors en fait justement, tu parles du screen, je te l'enverrai peut-être. Là, Vas-y. j'ai essayé de le retrouver, pardon. Mais en fait, Rudiger part de loin, sauf que l'Espagne joue très haut. Il y a Arsenal, par exemple, qui le fait parfois en première ligue. City le fait tout le temps. City le fait, il y a pas mal d'équipes. Donc, ils jouent très haut. Et en fait, Busquets, qui était chargé de la surveillance de Rudiger, il va pas chercher
Rudiger qui démarre de plus loin. Donc Rudiger démarre de plus loin. Il va Mmh. pas le chercher. Il a pas grand intérêt à le faire parce que déjà probablement à la course, il va perdre. Et donc il l'attend. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus, j'espère, Oui, sur oui, le oui, chat aussi. totalement. Mais je pense que Busquets peut perdre contre lui-même à la course, hein. Est-ce qu'il serait meilleur dans les appels en profondeur que Zach Nani? On vous le demande sur le Je chat. je Non, jure que impossible. Busquets, tu me laisses une semaine de travail d'explosivité avec Raphaël Busquets et je le termine, hein. Je le termine J'arrive, aussi. j'arrive, j'arrive demain avec des cerceaux et des construits et des plots. Non, Donc ouais. tu vas faire du jump. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, en fait, l'Espagne est très haute et travaille énormément là-dessus pour avoir de Ouais, l'alignement. Et en fait, Busquets, on pense qu'il lâche le marquage, mais en fait, il ne veut surtout pas descendre pour couvrir ses partenaires. Et ouais, donc, en fait, son timing, il est parfait sur le coup. Et donc, il cherche même pas à attraper Rudiger parce qu'il est sur le timing du coup franc de Kimmich. Et tous les Allemands sont hors jeu. Il n'y a que Laporte qui fait une petite connerie, vous l'avez dit, et qui est à deux doigts de les couvrir. Mais sinon, en d'accord. fait, c'est pas une erreur. Alors oui, c'est risqué. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être risqué, mais l'Espagne préfère défendre comme ça. En tout cas, c'est un choix. Ouais, c'est un parti Et pris. et c'est un parti pris exactement, et on l'a vu plusieurs fois, tu l'as dit, on l'a vu plusieurs fois ensuite dans le match. J'en ferai un papier d'ailleurs qui sortira demain matin sur l'équipe, et on l'a vu plusieurs fois dans le match, cette manière de défendre là, de défendre comme ça. Alors évidemment, il y a des moments où c'est plus risqué, où un joueur part de plus loin, il suffit qu'un joueur soit un peu moins concentré pour Ouais, que en fait, Tu, il tu trouve peux tout le avoir une monde. feinte aussi. Tu peux avoir une feinte sur le tir aussi. Dan, de Il y plus en plus avait deux d'équipes tireurs. feintent Alors sur le l'Allemagne tir. a essayé de le faire. À un moment, ouais, il y a deux ouais, tireurs près du je me ballon. rappelle de ce moment-là, ouais. Et sauf qu'en fait, c'est les Allemands qui se sont mis hors jeu. C'est les Allemands qui sont tombés dans la feinte de leur propre tireur. Mais il y avait une belle bataille en tout cas sur les coups de pied arrêtés. On a vu sur les Vraiment. corners les blocs, le gros bloc de Goretzka sur Busquets. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça Oui, en Et deuxième mi-temps. écran mobile, on Ah dit au ouais, basket. le gros bloc, ça le marquage individuel, ça peut être une manière de le libérer. Donc il y avait aussi une belle bataille là-dessus. Bon, c'était un match plein quand même. non, mais ça s'entend. Moi, je t'ai dit, pour moi, l'Espagne a eu un petit peu de réussite sur ce coup parce que vu comment Rudiger part de loin, ça aurait pu vite tourner mal pour eux, mais je Et c'est pour comprends. ça que c'est très fort ce que fait Busquets Ok, Ah, sur le je coup. comprends. je pique la rubrique de Dan juste le temps de quelques secondes parce qu'après je pense qu'il faudra qu'on parle de Moussiala à un moment quand même. Bien sûr. Ah oui. Mais sur les coups de pied arrêtés, je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'équipes qui frappent les corners et les coups francs lointains sans effet. Il y a peu de joueurs qui enroulent leur ballon. Alors je sais pas si c'est parce que le ballon les perturbe ou qu'ils ont du mal à frapper. On a vu beaucoup de joueurs qui ont du mal à frapper. Tu vois, on a parlé de Mbappé Griezmann pendant quelques jours. Et finalement, Ouais. les corners de Griezmann n'étaient pas super bien tirés non plus contre le Danemark. On n'en a pas parlé, mais ils étaient pas toujours top. Ah ouais, moi Et je il y a trouvais quand même beaucoup mieux Je- que d'équipes. Mbappé au tour d'avant, hein. Enfin au match d'avant, hein. Oui, bien, mais c'était pas. Tu vois, il y en a quelques-uns qui n'ont pas dépassé le premier poteau. Mais par contre, il y a beaucoup de joueurs, et Kimmich l'a fait souvent, d'autres aussi, qui frappent sans effet. Et ils l'ont fait tout le temps avec Rudiger, là où il y avait une feinte, il allait au deuxième poteau, il y avait un ballon qui arrivait sans effet. Ça a Ouais. quasiment pas marché. Mais je pense Parce que que c'est un truc c'est à joué pour suivre des sur remises. la. C'est un truc à suivre sur la suite du mondial, le nombre de corners ou de coups francs qui sont joués sans effet, quoi. Des ballons tendus, parfois d'ailleurs pas très tendus, mais pas enroulés vers le but. C'est un truc Ah, qui m'a. mais Alors je faudrait faire la pense que stat, mais je trouve qu'il y en a beaucoup. c'est lié en fait aux remises, à volonté de faire des remises en fait. Quand tu joues le ballon tendu comme ça, où tu passes un peu le pied sous le ballon, en fait, c'est pour que le receveur, souvent le receveur, son but, c'est pas de la frapper directement, et c'est plutôt de Ouais, la remiser. Alors mais je ça trouve peut qu'il y en être a, une. il y en a beaucoup plus que sur la saison de club, tu vois, je trouve, Dan. Des tentatives comme ça. Ok. Ouais, peut-être que c'est une manière. Parce que, en fait, quand tu joues en remise, il y a un deuxième temps du corner et donc tu peux miser sur la baisse de la concentration de l'adversaire. Pourquoi on jouerait plus comme ça? Peut-être parce qu'on se dit qu'à ce niveau-là, à la Coupe du Monde, tout le monde est très 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 vigilant sur les marquages, sur les coups de pied arrêtés. Tout le monde est vigilant sur son marquage de zone ou sur son marquage individuel. Donc si toi, tu as un corner ou un coup de pied arrêté pour toi et que tu le joues en plusieurs temps, que ce soit court ou que ce soit avec une remise, peut-être que tu espères faire baisser un peu le niveau de concentration chez l'adversaire et donc augmenter tes chances. Voilà, c'est Ok. la raison que je trouve comme ça, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Les amis, je vous propose pour gentiment, pour avoir quand même le temps après de faire les autres matchs, de commencer à discuter du grand monsieur Jamal Moussiala.
Moi, je trouve à titre personnel, parce que c'était quand même, allez, si on a envie d'être dans le fantasme jeune joueur, c'était aussi un peu Moussiala, Pedri, même Gavi, c'était le moment pour eux de se montrer beaucoup. J'ai beaucoup aimé la performance de Pedri, mais j'ai aussi kiffé celle de Moussiala. Et Moussiala, moi, il y a un truc qui m'a choqué, enfin pas choqué, mais qui m'a vraiment beaucoup marqué, parce que déjà, j'ai beaucoup regardé son début de saison au Bayern, j'ai adoré, mais c'est la personnalité avec laquelle il n'hésitait pas à décrocher énormément pour demander le ballon avec beaucoup de responsabilités dans une équipe où il y a quand même des mecs qui étaient champions du monde il y a quelques années. Bon, il en reste plus beaucoup, mais il y en avait. Ou alors avec des gars qui sont quand même beaucoup plus âgés que lui. Il a 19 ans, tu vois. Et la manière dont il prenait ses responsabilités pour à des moments récupérer le ballon, se sortir dans des petits espaces avec des doubles contacts ou des crochets, le contrôle orienté sur le but. Franchement, il évolue à un niveau qui est absolument considérable et c'était, et de très très loin je trouve, le joueur le plus chiant pour les Espagnols et l'offensif le plus efficace et le meilleur de toute façon ce soir pour les Allemands. Et sa performance, elle est à noter avec. Enfin, il faut s'en rappeler, quoi, tu vois. Genre, faudra se rappeler que ce joueur a sorti ça à 19 ans en Coupe du Monde. Et j'ai été sincèrement vraiment, vraiment impressionné. Voilà. Il a été bon dans les bons et dans les mauvais moments allemands. Et ça, c'est quand même très fort, tu vois. Alors, juste un rappel, il est né en février 2003. Donc, voilà, juste pour vous préciser un peu ce bonhomme, c'est-à-dire qu'il a grandi. Quand il avait 10 ans, c'était le Dortmund de Klopp qui était marquant, ouais, pour comparer par rapport à nous, notre enfance. Ouais, bien sûr, Non, bien sûr. il a été bon dans tous les moments. C'est celui qui crée le plus d'occasions pour les Allemands, celui qui réussit le plus de dribbles, celui qu'on a vu le plus, je le disais, dans les moments difficiles. Et il a une vitesse, une agilité pour changer d'appui, À pour l'agilité. faire des doubles contacts, faire des semelles, des roulettes dans des petits espaces. Et tu l'as dit, une personnalité. Que le gars, enfin, le premier de l'Allemagne, il est difficile, hein. Ils ont très très peu de ballons. Et les quelques ballons qu'il touche, il fait mal. Et ça, Il y a un, il y a un c'est top. contrôle sur un gelon de Neuer à un moment à la Oui, 54. Oh ils là n'ont pas là, montré de replay sur celui-ci, mais c'est fort. Mais Raph, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on lui verrait comme, pas comme défaut, mais comme axe de progression? Est-ce que on peut dire que dans le dernier geste ou la finition, est-ce que c'est exagéré de dire ça? Qu'est-ce qu'on lui verrait? Est-ce que on attend de lui un franchement, upgrade global en fait? Ou est-ce qu'il y a un secteur pour toi où, peut-être que moi je dirais la finition, mais qu'est-ce que tu verrais toi? je vais répondre avant Raph, je suis désolé pour le coup, Vas-y, vas-y Zach, ouais. j'ai vraiment pas mal regardé le Bayern cette saison où il a quand même pas mal staté. Et c'est vrai que ce soir, il a pu être un peu frustrant dans le dernier geste, notamment sur l'action là qui rate où au final il n'est pas hors jeu, il fait pas la passe et la frappe est un peu sur Unai Simon. Mais cette saison-là, dans la finition et dans la surface, dans le dernier geste, il a eu des moments où la finition était vraiment, vraiment au rendez-vous et c'était limite un des moments où tu te dis pied droit, pied gauche, il, est, il était vraiment pas mal, tu Ouais. vois. Genre, je me fierais pas sur le match de ce soir pour peut-être critiquer sa finition. Sincèrement, au global, pour l'avoir beaucoup vu au Bayern, il a une très bonne finition habituellement. Alors tu lui Et verrais quoi comme axe de progression toi, Zach? Si est-ce que c'est un truc global, ou il y en sur un a, hein, point c'est sûr, c'est pas le précis? joueur parfait, mais j'ai pas de point précis là tout de suite qui me saute aux yeux parce que voilà, mais c'est pas sur la finition que ça me sauterait, enfin que je me dirais Ouais, c'est sur ouais. ça qu'il doit progresser. Mais c'est mon avis. Genre, c'est vrai que sur ce soir, il a pu être frustrant, mais au Bayern cette Non, non, saison, je mais te tu as jure, il y a raison, tu as raison. plein de fois dans la surface où il fait les bonnes courses, où il fait les bons gestes, où il la donne quand il faut la donner, ou alors il finit bon et mauvais pied, petit filet bien placé. Franchement, c'est pas sur ça que ça me saute aux yeux, mais c'est peut-être que mon avis. S'il y en a qui sont pas d'accord, je peux le comprendre. Tu vois, on va forcément parler de lui et de Pedri parce qu'ils sont quasiment de la même génération. Je ne sais plus quelle année est Pedri, parce qu'il est 2003, 2002. Ils sont tellement jeunes maintenant qu'on Ah les oui, confond. 19-20 pour les deux. Mais les deux sont très différents parce qu'au final, tu as l'impression que Pedri joue toujours à un 2002, rythme Pedri, plus bas que tout le fin monde. 2002. T'as Oui, l'impression qu'il joue à un rythme plus bas que tout le monde parce qu'il est tellement serein. Là où Moussiala, tu as l'impression qu'il joue toutes les actions à 110% et qu'il est jamais dans la gestion du tempo et qu'il va jamais peut-être temporiser. C'est peut-être là qu'il y a un axe de progression pour lui. Il est tout le temps vertical dans sa manière de jouer. Alors je l'ai pas vu moi beaucoup au Bayern cette saison, donc j'ai pas ses références en club. ouais. Mais toutes les actions, il a fait des diffs, donc là c'est fabuleux. Mais peut-être que dans une soirée où il est moins percutant, moins réussi sur ses dribbles, le fait d'à chaque fois tenter d'être vertical, vertical, Ça va être très vertical, de faire la frustrant. diff vers l'avant, ça aurait pu être frustrant. Là où Pedri, par contre, t'as l'impression qu'il a jamais à trop à se fouler pour faire des différences. Et pour moi, il a une fin.
Dans l'impression visuelle qu'il lâche, Pedri, il a une marge considérable, je trouve, sur tous les autres milieux, de sa génération, même les plus vieux, où Totalement. genre, tu l'impression qu'il perd jamais le ballon. À un moment, il y a un 2 contre 1 contre Kimmich et Sané, je crois, le tout près de la ligne de touche. Tu te dis: «Ah bah, là, il va la perdre», et il arrive à faire un double contact, roulette, il s'en sort, il gagne la touche, et tu Kimmich qui pète un plomb et qui fait un geste de frustration parce qu'il se dit: «Mais même là, il la perd pas, quoi». et Mmh. heu Non, je suis totalement et d'accord. Moussiala est beaucoup plus, je dirais pas tête dans le guidon, hein, mais tu sens qu'à la récup, c'est peut-être le contexte du match qui a fait ça aussi, mais que la récup pour lui, c'est: «Vas-y, on avance, on y va, quoi». Ouais, ouais, Oui, Par mais ouais. c'est contre un après, joueur plus vertical. Peut-être ouais, le fait de mais savoir jouer sur plusieurs tempos aussi, tu veux dire, en gros, peut-être? ouais, c'est ça, de changer un peu de rythme, d'alterner entre être à fond et être un peu plus dans la gestion de tempo, mais juste pour, pour vous donner un scénario, un monde parallèle, en sélection de jeunes, donc Moussiala est binational, Ouais. Ouais, il Bellingham et est ancien. Moussiala jouaient ensemble avec l'Angleterre, jusqu'en U18. Ça devait être Donc beau, hein. imaginez les tournois où tu es un jeune, tu tombes contre l'Angleterre de Bellingham et Moussiala au milieu de terrain. Et à la fin du match, le coach il te dit: «Ouais, ça a été difficile, t'as pas gratté beaucoup de ballons». Ouais, bah vas-y coach, va les gérer les deux. Et puis aussi, tu vois les courses des deux aussi pour un défenseur à arriver sur toi. Lancer, ça doit Puis être même, non, compliqué. Pedri, moi, vraiment, Pedri, c'est bref, voilà. Donc, on a passé un petit 40 minutes quasiment sur le match. Mmh. J'aimerais bien qu'on parle des autres matchs, donc on pourra peut-être Oui. revenir à la fin, Et redire quelque chose. surtout, Oui, 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 oui. Non, mais on va venir dessus. Et en fait, non, mais c'est juste qu'on peut pas dédier 40 minutes sur Espagne-Allemagne comme on le fait avec le DF, tu vois. Faut qu'on prenne aussi un peu de c'est vrai, temps t'as raison. parler, tu vois, d'autres choses. Non, plus sérieusement, il y a encore des choses à redire, je pense, notamment par exemple sur est-ce que Müller, du coup, a perdu sa place ce soir ou non? Est-ce qu'il va rejouer? Est-ce que, tu vois, est-ce que les Allemands vont changer de système? Est-ce qu'ils vont peut-être revenir à du plus classique? Bref, beaucoup de questionnements. Mais au lieu de repasser du temps à parler de Espagne-Allemagne, on va discuter de Belgique, Maroc. Et tu sais quoi? Vous saviez très bien que j'étais investi émotionnellement sur ce match. Et donc, vu que je le suis, avant de parler moi avec les émotions, je vais vous laisser parler vous avec le côté peut-être un peu plus froid pour justement après, à la rigueur, compléter si j'ai quelque chose à dire. Donc allez-y, Dan, Raph, le premier qui veut y aller, il y va. Et moi, après, je sors tout ce que j'ai à dire avec grand plaisir parce que j'ai bien kiffé ce match. Voilà. Je Allez, vais laisser le citoyen du monde Dan parce qu'on pourrait croire qu'il est belge, qu'il est marocain, qu'il est français, qu'il est allemand, qu'il Allez, est espagnol, il est partout. let's go. je sais pas si c'est bien dit, mais c'est pas faux. Heu, Écoute, moi, je me suis dit en voyant le match, bon, j'avais pas d'implication émotionnelle. J'avais hâte de voir le match et de voir ce qu'allait faire le Maroc, surtout par rapport au premier match où rappelle-toi, on se disait: «Bon, ils ont joué prudent, ils ont voulu Ouais, d'abord fermer, le match nul, ça leur allait bien, la poule est ouverte» et cetera. Bon, j'ai trouvé encore une fois le triangle Aguerd, Saïs, El Khaji. Amrabat Ouais, En fait, le triangle comme ça, les 2 centraux et le milieu def, exceptionnel. J'ai trouvé le Maroc très, très bon dans la compacité, défensivement, même si ça a été aidé à mon avis par une espèce de rigidité de positionnement des Belges, mais qui ont ni trouvé la profondeur, mais ils pouvaient surtout pas trouver le jeu entre les lignes parce que le Maroc fermait bien. Mais je t'avoue qu'à la mi-temps et même un peu après, je me suis dit: «Bon, le Maroc, OK, ça défend bien, OK, c'est compact, j'aime bien, OK. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? non, Après, mais qu'est-ce qu'on fait?» je suis d'accord avec ce que Voilà. tu dis. Voilà, non, mais tu vois, j'étais un peu frustré de voir, on en avait parlé, rappelle-toi, Ziyech bloquer parfois les espaces à Hakimi, même si Hakimi était diminué, en tout cas sur les 60-70 minutes qu'il a faites. Moi, je l'ai Ouais. trouvé très très bon, notamment défensivement. Je sentais qu'il avait quand même du jus, même s'il Oui. forçait. Et Mais monsieur ça m'a Tri gêné. la seule occasion du désolé, je t'ai coupé, la seule occasion du Maroc vient quand? En première. Et Ziyech décroche et Hakimi prend la profondeur. Et oui, et tu l'as vu, et voilà. Et Ah oui, on je parle l'ai vu, sérieux il y ici. a pas de hasard, putain! Voilà, donc ça me frustrait un peu, mais tu sentais quand même qu'il y avait quelque chose, un peu comme disait Hervé Renard aux Saoudiens: «You don't feel it guys, they play relax». OK, bah, c'était un peu ça, et donc il y avait quelque chose à faire, et donc au final, le Maroc produit pas énormément, mais par les intentions qu'ils ont fini par avoir, l'agressivité
Oui. qui mettaient sur ce match-là, bah, moi, j'étais neutre. Si tu veux, si j'avais dû décerner le vainqueur, je me dis, bah, le Maroc, c'est pour vous. Enfin, tu vas, tu vas au moins la chercher, au moins dans l'attitude. Voilà. Voilà, en Heu, gros, après peut-être qu'on fera des détails, mais voilà plaisir, en gros ce que plaisir. j'en ai pensé. Je laisse Raphaël aux origines beaucoup plus claires que les miennes, développer. Bah, je sais pas, oui, oui, par mon nom, oui, mais il y a déjà eu des confusions, tu sais, je suis déjà allé dans une boulangerie et quand j'ai commandé quelque chose, on m'a dit: «Vous êtes sûr? Vous savez qu'il y a ça dedans?» J'ai dit: «Oui, oui, non, mais je» donc tu vois? Il y a déjà eu des doutes. Non, mais alors on a déjà parlé plusieurs fois des coups de pied arrêtés pendant cette compétition, mais gros boulot du Maroc sur les coups de pied arrêtés, avec, OK, oui. toujours ce réflexe de mettre un gars qui va passer sur la trajectoire du ballon, gêner Courtois. Une fois ça a été hors jeu, une fois ça a pas été hors jeu. En plus, tu as des bons tireurs, tu as des joueurs qui sont capables dans les airs de prendre des ballons. Tu as la personnalité de Sabiri aussi, qui a raconté que c'est lui qui a dit: J'ai envie de prendre le coup franc, je le sens bien». Tu vois, c'est des moments aussi, ça, qui compte dans une compétition où c'est des matchs quasiment couperés. C'est le gars qui a le courage de faire ça. Tu vois. On parlait de la personnalité de Moussiala juste avant. Mais Sabiri, il entre, il prend le coup franc. Oui, Et il le frappe totalement. super bien. Et sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. De toute façon, c'est simple par rapport à ce que disait Dan. À la mi-temps, le Maroc a 0,11 en expected goal, donc vraiment ils se sont quasiment rien créé. Par contre sur la deuxième c'est 1,37. C'est énorme sur une mi-temps 1,37 quand t'es pas l'équipe favorite sur un match, hein. C'est Ouais, beaucoup, ouais, c'est bien sûr. l'équivalent de la deuxième mi-temps japonaise contre l'Allemagne à peu près. Et ça te montre, alors il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés dans les occasions, hein, mais Bien ça te sûr. montre aussi le travail qui a été fait. Défensivement, il y a une stat que je connaissais pas, mais Regragui n'a toujours pas pris de but à la tête du Maroc. Oui, 9 buts marqués, C'est 0 encaissés, quelqu'un le disait dans le chat. c'est une stat qui compte, elle sort pas de nulle part, hein. La Belgique s'est créée très très peu sur l'ensemble du match. Alors la Belgique a d'autres problèmes que le Maroc. La Belgique a ses propres problèmes. Peut-être qu'on aura le temps de les détailler un peu. Mais Oui, ouais, oui. défensivement, c'était pas un hasard du premier match où on les a dit où tu vois c'était solide et la Croatie était timide. C'est-à-dire que cette équipe sait comment elle veut défendre. Ah ouais. Regragui a insisté dessus en zone mixte après quand il a été interrogé en disant que c'était une de leurs valeurs et que c'était bien de vouloir faire le spectacle, mais que eux ils avaient choisi sur quel projet partir et qui s'y tenait. Et après, tu réduis l'écart grâce à des joueurs qui sont capables de coups d'éclat, comme Ziyech, comme Bouffal, comme Hakimi. Et Ouais. puis cette défense centrale qui est La une guerre défense saïs. centrale qui, peu importe la suite de la compétition, je pense, restera dans les mémoires des Marocains. Tu vois, Ouais, c'est pas une ouais, ouais, défense centrale anodine. C'est-à-dire que c'est deux mecs qui te sortent déjà deux perfs de très haut niveau. Et carrément. non, non, c'est bien. Après, pour la suite de la compète, forcément, il faudra être capable de créer un peu plus dans le jeu, parce que tu Oui, pourras pas t'en sortir à chaque fois grâce à ça. Mais c'est déjà deux matchs où le Maroc est à haut niveau de la compétition. Et ça, c'est quand tu vois les autres performances des équipes africaines, qui ne le sont pas toujours, c'est surtout sur le plan offensif. Là, il y a du travail, il y a des idées. Et puis, tu as Ziyech qui fait peut-être son meilleur match en sélection oui, marocaine dans un moment qui compte. tout Ça à aussi, fait. c'est quelque chose. Dans un moment qui compte, Dan, je Ah précise. ouais. Ou On va ouais, on va non, non, ce que discuter je voulais très dire, c'est que je longtemps, trouve pas qu'il fasse un grand match non plus. C'est qu'il est là à des moments, spécifiques, et oui, c'est ce qu'on attend en coupe du monde. Mais si tu veux, dans la continuité, non, mais enfin, c'est pas le pardon, je voulais pas, rebondir là-dessus et puis Zach, il faut quand même que tu nous dises, pas de souci, t'inquiète. comment Je tu as suis dans les vécu ça et starting blocks. surtout comment tu as senti le match, sur Ouais, le contenu aussi? Comment tu as vécu l'évolution? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on expose là? oui, oui. En fait, je suis content que la décla soit ressortie de Regragui parce que la première mi-temps marocaine, je n'ai pas aimé. Voilà, je le dis, la première mi-temps marocaine, j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé qu'on était solide défensivement. Ça défendait en bloc, mais ça prenait trop peu à des moments de pressing sur Vertonghen et Alderweireld qui étaient, et quelqu'un le disait dans ma TL sur Twitter, des sortes de bombes à retardement où tu sentais que ça pouvait péter à tout moment avec ces derniers. Et à des moments, même Siri se frustrait du pressing parce que ça y allait les uns après les autres, tu vois, voire pas du tout. Mais après, ça coupait pas mal à l'intérieur aussi. Donc, dans le fond, même si ça pressait pas toujours bien ou de manière coordonnée, bah, au moins, ça coupait les lignes de passe qui faisait que la Belgique avait du mal à se créer quoi que ce soit, même si elle a eu les meilleures occasions en première. Par contre, un autre truc qui, moi, il m'a déplu côté offensif, c'est le fait que le pressing belge a beaucoup
déranger les ressorties de balles du Maroc en première mi-temps. C'est-à-dire que c'est simple, dès que les centraux marocains ou les défenseurs marocains touchaient le ballon, il y avait soit Amrabat qui arrivait à se démarquer, soit après il avait du mal à se retourner face au jeu, tu avais le pressing, il était vite pris par un gars. Unai et Amala du coup faisaient quand même pas beaucoup de travail pour proposer des solutions, ça forçait peut-être des fois un Ziyech ou autre à décrocher et ça pouvait finir plusieurs fois en long ballon. Donc sortie de la première mi-temps, pour moi la Belgique fait la meilleure première mi-temps, a les meilleures occasions et peut-être plus intéressante, enfin, logiquement aussi, même si le Maroc est défensif, enfin solide défensivement. Par contre, deuxième mi-temps, et c'est là on en revient à la déclaration de Regragui, où il dit: vous allez me trouver fou, mais lorsqu'on a annulé le premier but, j'étais ravi. Je savais que grâce à cette annulation, nous allions avoir envie de battre la Belgique avec peut-être plus d'agressivité. Et là, j'ai aimé parce que enfin, tu vois, le Maroc a joué en seconde avec beaucoup plus d'intention. Dès le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, tu sens que c'était beaucoup mieux offensivement, ça tentait beaucoup plus de choses. Le milieu avait moins de mal. On arrivait à plus développer de jeu, à trouver des relais un petit peu partout. Bouffal était dans une forme absolument monumentale. J'ai adoré le match de Bouffal dans la mesure où il a beaucoup percuté, fait beaucoup de différence. Ziyech aussi, même si parfois un petit peu frustrant. Mais j'ai bien aimé également les changements d'aile quand ils étaient bien faits. Et surtout, je trouvais en première mi-temps que le Maroc n'avait pas assez exploité la profondeur, alors qu'en seconde mi-temps, on a vu plus de phases qui essayaient de le faire, ou en tout cas de jouer vite. Et ça m'a plu jusqu'au but qui, à mon sens, est totalement mérité. Et c'est là où on peut aussi parler du coaching de Regragui, parce que tous les entrants marocains ont fait une différence de fou. Paradoxalement, la sortie de Ziyech a fait beaucoup de bien au Maroc. Parce que la sortie de Ziyech a permis de foutre Mazraoui à droite, De là où Bouffal, tu veux dire? non, non, De Hakimi? Hakimi, pardon. De De Hakimi, Hakimi, oui. oui, oui, de Hakimi, totalement, je veux dire d'Hakimi. La sortie d'Hakimi a fait du bien au Maroc parce que ça a permis de refoutre Mazraoui à droite, dans sa zone préférentielle, et ça a permis de faire rentrer un spécialiste du poste de latéral gauche. Et la différence, c'est Soti directement. Euh, Aïtala, je crois, quand il rentre, du coup, il fait de Atiala. bonnes. C'est Atiala, exactement. ouais, Atiala, oui. C'est lui d'ailleurs qui obtient la faute sur le but, Oui, sur le coup franc, pardon, sur le coup franc qui amène le premier but. Ça vient encore. Mais en fait, on voit beaucoup de choses qu'on a vues dans ce match. ouais, D'abord, il y a une récupération, un tacle dans la surface d'Aguerd sur une passe, une des rares bonnes situations oui. belges où De Ou De Bruyne Bruyne, essaye mais de une belle passe, trouver ouais. Batshuayi et Aguerd anticipe. Donc, gaucher qui joue axe droit anticipe le tacle. Ça repart côté droit et il y a diagonale vers le côté gauche et donc Ouais. vers le côté droit Belgique. Et quand l'arrière droit s'appelle Meunier, vous savez, vous, en tant qu'adversaire, que vous pouvez envoyer tous les ballons aériens que vous voulez en diagonale. Vous savez que ce sera très compliqué pour Meunier à gérer. Thomas Bah oui. Meunier, c'est un de ses gros défauts. Quand le ballon arrive de l'opposé, encore plus dans les airs, et malgré sa grande taille, ça devient très compliqué. Donc il se rate, encore une fois, et Atiatala récupère le ballon sur le côté gauche, obtient le coup C'est ça. franc. Et après, il y a plusieurs changements, donc ça traîne un peu. Ça fait peut-être aussi baisser le niveau de concentration. On en parlait tout à l'heure. Il y a plus d'une minute 30 qui s'écoule entre la faute et le moment où le coup franc est tiré. Et mais oui, dans l'élan du match, c'est logique, pas forcément à ce moment-là, parce que le Maroc s'est créé des grosses occasions dans le jeu, comme on l'a dit, mais c'est logique avec l'élan du match. Oui. Et Et Courtois a pris deux fois quand même, ouais, bon, on nous le dit sur le chat, Courtois prend deux fois le même but avec un Marocain, avec c'est vrai. Saïs qui passe devant lui. Vraiment, ça m'a fait rire quand Saïs enfin, c'est un but un peu vicieux, tu vois. Genre, on a un mot en arabe, ifrit, tu vois. Le mot ifrit, ça veut dire bon, vas-y, on va dire plus ou moins petit con, un truc comme ça, ou un peu de mecs qui font un peu le bordel et tout. Ils ont dit ça, c'est un but de Refrit, tu vois. C'est un but un peu marrant avec Saïs qui passe. Et quand, en plus, Saïs, il sait très bien qu'il a été utile sur le but, tu vois. Donc quand Saïs, il célèbre le but, tu te dis, ah, c'est un but quand même assez marrant. Tout ça pour finir, les entrants ont eu un gros impact. Sabiri sur le coup franc, également Atiatala, et aussi du coup Abouklal, qui a fait une très très bonne entrée. Alors qu'il sort Bouffal. Quand il sort Bouffal, je commence à me dire, ouh là là, c'est peut-être un petit peu risqué. C'est ton meilleur Mais il joueur, aime même bien quand. sortir Bouffal, alors que Bouffal est bon. À chaque Bah fois, ouais, tu te dis: «Mais Bouffal, pourquoi il était pas Bouffal sort?» content. bon, Il était pas content, Bouffal, quand il sort. Mais bon, Abouklal fait une bonne entrée qui est conclue par un but.
sûrement l'un des plus grands exploits du Maroc dans l'histoire de ses parcours en Coupe du Monde. Donc c'est un grand plaisir. Et si on doit quand même parler un petit peu de la Belgique. La Belgique extrêmement décevante. Le coaching de Martinez est absolument lunaire. Je comprends l'intérêt de sortir Onana parce qu'il y avait déjà un jaune, mais de toute façon Onana était déjà suspendu pour le 3e match. Donc pour moi Onana était un des plus gros perturbateurs au milieu. Ouais, Pareil pour ouais, mais il Hazard était qui pas faisait loin du beaucoup rouge de quand même. différence. Certes, C'était pas mais tant pour la l'entrée suspension. Ouais. ouais, mais l'entrée de Tillman, c'est plutôt très mauvaise, j'ai trouvé. Ouais, au-delà de l'entrée de Tielemans, c'est surtout que Witsel passe à côté de sa deuxième période et à la rue sur pas mal d'actions. Après, sur Bouffal, juste, il a Ah, fini vas-y. un seul match en Ligue 1 cette saison. Il a toujours été remplacé sinon. Donc je pense qu'il y a une partie physique qu'on connaît pas et peut-être qu'ils savent que les efforts, il n'arrive pas à les tenir jusqu'au bout. Mais la Belgique, il y a quand même énormément de problèmes, hein. La performance Oui, défensive du Maroc est bien, mais offensivement, la Belgique, ils ont énormément de soucis. Dan Ouais. l'a dit, ils ont Mm. énormément de soucis à jouer à l'intérieur. C'est-à-dire que leurs deux meilleurs joueurs sont dans des zones où ils n'arrivent jamais à aller. Ça, c'est un gros, gros problème. De Bruyne et même Hazard, De ils Bruyne touchent a peu de joué ballons. excentré de fou. T'as vu comment De Bruyne a joué que excentré quasiment à des moments, Mais parce comme que, il sait voilà, meneur de jeu en, excentré, c'était en trop fait, bizarre. le seul moment où ils pouvaient trouver une passe intérieure, c'est quand le ballon allait sur un de leurs pistons, et à ce moment-là, ils peuvent faire une passe diagonale à l'intérieur. Mais Meunier a été à la rue techniquement sur le match. Il a donné beaucoup de ballons au Maroc. Je vois la tête de Dan qui, je pense, acquiesce d'un soupir oculaire. Mais il a été en grande difficulté. Et je pense que si la Belgique veut avoir une chance sur le dernier match et veut un peu retourner sa compétition, après c'est un avis personnel, je suis pas coach, en tout cas pas de la Belgique, mais il Bien faut que sûr. De Bruyne joue, il faut que De Bruyne joue plus bas. Il faut que De Bruyne joue dans les deux du milieu, parce que là il est Ok. inaccessible, il touche peu de ballons. Et d'ailleurs, ça le remet beaucoup en question là, ces derniers temps, entre ses déclats et ses performances, le fait que Ouais, Hazard, même cramé, fasse des choses et lui non. Mais je pense que la Belgique a besoin d'avoir une qualité technique plus basse sur le terrain, d'avoir quelqu'un qui peut jouer vers l'avant. Et quand tu vois les performances de Witsel, Onana, Tillmans, il manque quelqu'un quand même dans ce secteur, quitte à mettre Witsel plus bas, tu vois, pour le faire ouais. jouer, pour qu'il touche des ballons. De Bruyne ne touche pas assez de ballons. Dans un match où la Belgique a la possession à 66% de possession, c'est pas possible de pas voir De Bruyne. C'est ton meilleur joueur avec une marge considérable. Et tu le vois pas, tu vois. Et ça, c'est quand même Théo dit Après, comme ça, c'est un quand même énorme assez problème. lunaire. Ouais. je me demande à quel point le facteur, comment dire, atmosphère, je trouve qu'il n'y a pas une grande atmosphère très saine qui se dégage de cette équipe. On a vu les Ouais. déclats des uns des autres. J'ai l'impression que ça a un impact sur De Bruyne, sur sa, comment dire, sur son humeur, sur sa motivation. Ouais. Parf- Ouais, Déjà, j'imagine déjà qu'il au, a envie premier, de au gagner premier des match, matchs, hein, mais Le au premier premier match match, est il est pas déjà terrible. très frustré, ouais. ouais. Et puis là, en plus, voilà, Raphaël l'a dit, tu le trouves pas. L'équipe est très rigide. C'était bon, c'était compact à l'intérieur. Donc parfois, face à des blocs qui se regroupent pas complètement, parce que le Maroc s'asseyait pas sur sa surface non plus. Mais quand il était compact, parfois, tu peux décrocher et envoyer des ballons dans la profondeur. Tu vois, attaquer la profondeur, c'est aussi une autre manière de créer du danger. Sauf que en plus, quand De Bruyne décrochait, que ce soit sur un côté ou hors du bloc adverse, on va dire, en Ouais. fait, il y a qui pour attaquer la profondeur en Belgique, puisque Carrasco n'était pas là, Ouais. Michi, il n'y arrivait pas, bah, Hazard, il demande maintenant il demande dans les Par les pieds. pieds. Trossard est Et donc, rentré de part. en fait, tu ne pouvais pas jouer à l'intérieur. Tu ne peux pas jouer, décrocher et attaquer la profondeur. Il te reste quoi pour avancer? Ben, en fait, tu as une possession rigide, il ne se passe pas grand-chose. Tu passes les centraux prennent pas d'initiative en plus pour faire sortir, Aucune. tu vois, un des Ils ont milieux fixé à du aucun Maroc. moment. Ils ont fixé à aucun Voilà. moment les centraux belges. Et donc tu te retrouves avec cette grande frustration et quelque chose de pas très heureux qui se dégage de ce collectif, j'ai trouvé. Je suis d'accord avec toi. Franchement, la Belgique a dégagé, je trouve, une impression un peu de sinistrose, tu vois, je trouve. Et ça m'étonnerait pas qu'ils pètent complètement face à la Croatie. Une Croatie qui, pour le coup, a fait un match très, 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 très convaincant. Bien plus, en tout cas, que son premier face au Maroc, où le milieu Modric, Brozovic, Kovacic était surtout Modric, Modric, Modric. En tout cas, j'avais trouvé. Alors que là, j'ai l'impression que quand ils ont activé un petit peu le mode, c'est parti à une Mais vitesse ouais. Et impossible, puis hein. on a vu pourquoi le Canada pressait autant en fait au premier match parce que quand il faut Défendre. défendre plus bas, c'est très très compliqué.
Ils se sont Ok, fait oui. manier avec moi un Hutchinson, à mon avis, très, très en difficulté, souvent en retard. Il a 39 ans, le capitaine du Canada. Mais Ouais, ils se sont fait ouais, manipuler par des appuis, du jeu en triangle, même les projections. Au début, ça contrôlait Brozovic avec les deux attaquants. Mais après, ils ont vite compris ça. Même Brozovic s'est projeté, donc il n'était pas suivi par les attaquants. Il y avait du surnombre au milieu pour les Croates. Ils ouvraient très facilement le bloc. Et ouais. bon, voilà, le Canada prend une leçon qui est incontestable et qui porte En rentrant pourtant bien dans le match, hein, la mais Croatie passer fait un ça. match de patron. Ouais, il rentre bien dans le match, ouais. Mais je pense que la Croatie a mis un peu de temps à prendre la mesure de ce que faisait le Canada. Et ensuite, en fait, ils ont réussi à avancer parce qu'ils n'arrivaient pas tellement à avancer au début de match. Là, le Canada gérait bien. Et en fait, quand ils ont réussi à manier au milieu de terrain, là, ce que je viens d'expliquer, et qu'ils ont réussi à avancer dans le camp du Canada, ah là, le Canada est vraiment à une perte de niveau énorme quand il doit défendre dans son camp, autant individuellement que collectivement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ce que tu en as pensé, Raph, mais c'était quand même Ouais. difficile pour eux dans la surface. Moi, je trouve enfin, c'est un peu dur parce que c'est que le deuxième match, mais on a vu la qualité technique de la Croatie qu'on n'avait pas du Ouais, tout vu contre le Maroc. Aussi parce que ouais. le Maroc défendait beaucoup mieux et beaucoup plus dur à l'intérieur. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait des séquences où le Canada était en défense placée et d'un coup, tu avais des espaces énormes devant leur ligne def, comme si c'était une transition, tu sais. C'est-à-dire qu'il y avait des Ouais. joueurs croates qui pouvaient s'engouffrer entre les lignes. Et moi, je comprenais pas parce que je regardais le match et je l'ai même revu. Et je le revois et je me dis, mais je comprends pas, vous êtes toujours en déséquilibre, le Canada. Il y a toujours un déséquilibre. Il y a toujours un joueur croate qui est à 25 mètres libre et qui peut trouver une passe dans la profondeur. Par contre, ils ont été très très bons sur des petits appels en rupture, les Croates. Kramaric, Livaja. Oui, Kramaric. Tu vois, contre un Canada qui défendait à 25-30 mètres de ses buts, il y a eu beaucoup de petites passes en profondeur, de petits appels comme ça. Ils ont eu je sais pas combien d'occasions sur des actions comme ça. Il y a un but hors jeu refusé sur une action qui ressemble. Il y a d'autres occasions. Il y a Kramaric qui frappe, ou Livaja qui frappe sur le gardien avant que ça égalise. Oui. Et on a vu toutes ces qualités techniques en plus, sans que ce soit forcément Modric qu'on voit le plus. On a vu pas mal Kovacic. Ouais, j'ai bien aimé On a vu, Kovacic. Vraiment Kovacic, très bon ouais, match. on a vu Perisic aussi claquer des bonnes petites passes dans la profondeur. Kramaric fait un bon match avec sa qualité de finition. Là, tu as senti le niveau technique de cet effectif. Et c'est ça qui était plaisant. Tu sentais quand même que sur le match, il n'y avait pas photo. Du côté du Canada, on a vu Buchanan, qui est un bon joueur, qui est le centreur pour le but. On a vu Davis forcément. Mais le reste, c'est vrai, David était un peu isolé. C'est vrai que le reste des joueurs, même Eustachio, était encore là un petit peu, mais le reste, c'est compliqué, hein. La Mm. défense centrale, tu sens que ils Ouais. étaient à leur plafond. La première contre la Belgique, c'était le plafond total, tu vois, de Ouais, beaucoup de ouais, ouais. joueurs. Ils pouvaient pas faire plus que ça et ils étaient à fond. Alors que par Mais exemple, je, les USA qui ont un peu joué pareil, je pense qu'ils peuvent aller chercher encore plus sur certains joueurs. Mais je suis content parce que tu vois, collectivement, ils ont été intéressants face à la Belgique, ils auraient pu espérer mieux. Là, ils ont été intéressants, ils marquent très très vite et ils auraient pu, tu vois, faire un petit peu illusion. Après, ils sortent face à une Croatie qui, au final, se réveille et assume un peu plus son statut parce que, franchement, moi, la Croatie, ça m'étonnait. Elle a été décrite aussi comme une nation avec une génération assez vieillissante, tu vois, depuis la finale. Et puis, au final, quand tu regardais un tout petit peu leur forme des derniers mois, ils arrivaient quand même en bonne forme au mondial, tu vois. Ils avaient réussi Ah à ouais, ils relever sont au la barre Final après. Four de la Ligue des Nations même, hein. Mm. C'est ça, ils avaient relevé la barre après peut-être une période un peu plus de creux, période 2020-2021. Et donc, du coup, ça m'avait étonné leur premier match face au Maroc, je les avais trouvés très mauvais. Mais là, ça allait beaucoup mieux côté croate. Et là, t'es la Belgique, tu arrives dans une finale de groupe, enfin une finale pour éventuellement te qualifier face à des Croates qui ont repris de la certitude et qui ont fait un gros gros match. Et le milieu croate, avec des joueurs comme Kramaric, Perisic et tout, euh, les espaces et la passivité que le milieu ainsi que la défense belge peuvent avoir, ça risque de se faire sanctionner encore plus. Là, je serais belge, je serais pas très content. Surtout que la Croatie, tu peux les embêter dans la profondeur et comme l'a dit Dan, c'est un des gros manques de la Belgique. Donc c'est malheureux parce qu'ils ont une défense qui, à l'exception de Gvardiol, a quand même tendance à pouvoir prendre des vagues dans son dos sur le plan athlétique. Et tu sais pas avec qui la Belgique va pouvoir faire ça. Donc après, ça peut se tourner, on n'est pas à l'abri que ça change d'un match à l'autre, mais c'est vrai que là, le scénario est très très compliqué pour la Belgique, d'autant plus que dans l'autre match, en plus, le Canada n'aura plus rien à jouer contre le Maroc. Donc tu peux imaginer que le Maroc prendra au moins un point. Et Ouais. voilà, ça va être J'espère. tout, Tu sais tout est que mal tourné, j'espère hein. Bah, tellement. surtout que J'ai tu pas peux envie que le compter. Maroc, après son Ouais. exploit, choque. Surtout qu'en plus, désolé, je t'ai coupé, Dan, mais Non, non, vas-y, vas-y, d'accord. j'ai le sentiment qu'il y a un truc, c'est peut-être dans ma tête, dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord, mais pour l'instant, toutes les équipes qui ont fait un peu un exploit au premier match,
ou en tout cas dans un match d'après, elles ont subi une sorte de sas de décompression, peut-être mentale, tu vois, qui a eu un effet, que ce soit l'Arabie Saoudite ou alors le Japon qui a perdu contre le Costa Rica. Après l'Arabie Saoudite, le match, le match a les conditions qu'on connaît, mais j'espère que le Maroc ne va pas connaître ça. Le Maroc peut passer, que ce soit selon le scénario, le Maroc peut même passer avec une défaite. Mais voilà, Après, j'espère après, qu'ils vont si pas tu te connaître dis ce le facteur. Maroc passe avec un nul, et vu comme le Maroc défend depuis le début de la compétition, et pas seulement, parce que même sous Vaïd, cette charnière-là, donc deux gauchers, hein, le Maroc, ils ont deux gauchers dans l'axe et deux droitiers sur les côtés. Je ne sais pas si ça a déjà existé. Alors deux gauchers, oui, deux gauchers dans l'axe, mais en plus, notamment la fameuse charnière Armand-Sacco du PSG de Ouais, Paul Le Guen, mais deux belle droitiers référence. de part et d'autre, en plus. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a un souvenir de cette existence-là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu peux imaginer que le Maroc peut tenir, même si, peut tenir un 0-0 et aura de Oui, toute façon des situations, et oui. sauf s'il y a une déconnexion totale après cet exploit. Mais j'ai pas l'impression que cette équipe prend ce chemin-là. Donc, moi, je veux pas porter la poisse au Maroc, hein, Bien sûr, bien sûr. mais bon, a priori, vu comme Raph l'a dit, le Canada a pas grand-chose à jouer. Après, sur Croatie-Belgique, qui vous voyez dans le groupe comme potentiel titulaire qui puisse prendre la profondeur? Il y a, il y a Openda, mais Openda, il y a Openda, Il ouais. a le statut? Est-ce qu'il a le statut Non, mais pour c'est que Lukaku qui Martinez va le jouer. mette? C'est Lukaku qui va Voilà, jouer, je pense. Bon, c'est Lukaku Lukaku aussi qui en risque de profondeur est jouer. pas immonde quand il est en forme, mais est-ce qu'il est en forme? On connaît Lukaku pour son jeu en pivot, mais on sait qu'il peut aussi partir lancer des fois, tu vois. Il a pas non plus un tracteur complet, tu vois, même si les gens aiment bien le vanner sur ça. Mais ouais, Lukaku pourrait le faire. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il est remis physiquement, quoi. Et j'ai pas l'impression que oui. Ouais, Bah, après, ouais. oui, c'est ça. Parce que si tu as un Lukaku en pleine forme, évidemment, tu peux même lui donner le ballon dans des situations compliquées, dos au jeu, avec un ou deux défenseurs dessus, et puis il t'en tire quelque chose. Là, le Lukaku actuel, tu sais pas Ouais, trop ouais. ce qu'il peut Mais t'apporter. Sinon, ouais, s'il en était termes de en forme, profondeur, c'est ça aussi, mais ouais. s'il était en forme, il serait rentré plus tôt sur le match, hein. Ouais, c'est sûr. Hmm. Il rentre vraiment en rentrant de la dernière chance, hein. Il touche un ballon et demi, hein. Ouais, il rentre à la 81e, c'est vraiment pour te dire, allez, si on a un ballon dans la surface, il sera là, tu vois. Mais enfin, si. Non, non, mais s'il est en forme, je pense qu'il rentre à la mi-temps, tu vois, sur un match comme ça, c'est Lukaku quand même, tu peux pas t'en passer. Bien sûr. Mais bon, je sais pas si on a le temps, Zach, mais t'as mentionné le Japon, il faut quand même qu'on parle du coach du Oui, Japon oui, là. oui, Il y moi a, il y j'allais a un, vous il y dire, a un terminons problème là. Il y gentiment a... sur Japon-Costa Rica parce que c'est le seul match que j'ai pas pu regarder. Donc je suis vraiment très très ravi de pouvoir peut-être écouter un peu de vos enseignements si vous avez regardé ce match dès 11h parce que Allez, vas-y, s'est-il Raphaël, pousse passé? ton coup de gueule. Que Je, s'est-il je Non, passé? ouais, te ouais, sens ouais. énervé. Vas-y là, mets-moi un habillage à la japonaise là, je suis énervé là. Non, je suis tendu parce que donc on avait adoré tous, je pense, la deuxième période du Japon, qui Ouais, reste un des moments forts de cette Coupe du Monde jusque-là. Deuxième période du Japon contre l'Allemagne, je précise. Et des joueurs qui avaient fait cette belle deuxième période du Japon, il n'y en avait quasiment aucun sur le terrain pour démarrer la rencontre offensivement. C'est-à-dire que Ito avait été bon, il n'est pas titulaire. Mitoma avait été bon, il n'est pas titulaire. Asano avait été bon, il n'est pas titulaire. Et du coup, quand j'ai vu cette compo, je sais pas ce qu'on a pensé de Dan, mais j'ai l'impression, c'est limite une compo. T'as gagné les deux premiers matchs et tu fais tourner sur le troisième, tu vois. C'était ouais, très bah ouais. particulier comme concept. C'est-à-dire qu'il a démarré avec Soma à gauche, Ueda en pointe et Doan à droite, qui, dans l'absolu, sont pas des mauvais joueurs, hein. Mais quand tu vois ce que proposent Ito et Mitoma en jouant sur les côtés dans des rôles en plus où c'était très ambitieux ce qu'avait fait le coach sur la deuxième période de contre l'Allemagne, tu te dis, bah, vu la dynamique, vu ce que tu as été capable de faire, contre le Costa Rica, contre qui tu vas avoir le ballon, il te faut des joueurs déséquilibrants, il te faut des joueurs de talent, tu vas miser sur cela. Et ils n'ont pas été titulaires, ils sont entrés les deux après l'heure de jeu. Mitoma est entré à la 62e, Mito à la 67e. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu des occasions. Mitoma a été très bon là-dessus. Mais c'est Ouais. un match très très Alors, compliqué. Tu la vois, question, Raphaël, ils finissent à 0,9 XG contre le Costa Rica et ils avaient deux fois plus contre l'Allemagne. Oh là, la c'est l'idéal. question, c'est pourquoi? Parce que le sélectionneur du Japon a vu le premier match, il connaît parfaitement ses joueurs, il connaît le foot. La question, c'est pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il a mis ce 11?
Est-ce qu'il voulait c'est une espèce de logique de groupe où il veut impliquer tout le monde? Est-ce que, il voulait s'assurer du point du nul? Bah, Qu'est-ce qu'il y a la qu'est-ce qu'il seule, y a derrière ça? la seule logique que j'ai vue, c'est gestion de groupe. Mais tu Voilà. es à la coupe du monde, quoi. Donc, et tu connais ton calendrier. Je veux dire, alors je parle à mon petit niveau, mais je pense qu'un joueur préfère ne pas jouer et voir son équipe en quart de finale de coupe du monde, enfin 8e ou en Oui, quart de coupe du monde, plutôt que jouer et sortir au prochain match contre l'Espagne. Et c'est Tu surtout que vois? si t que c'est plus «simple» entre guillemets de viser de battre le Costa Rica, Bah, bien sûr. tous C'est les mais jours. c'est pour ça que c'est assez Après, curieux, ce il match est est assez très curieux. critiqué, il est très critiqué par les suiveurs du foot japonais, hein, Moriyasu, où souvent il regrette qu'il soit pas un peu plus actif et réactif justement dans son renouvellement des joueurs. C'est-à-dire qu'on a Bah encore vu Endo au milieu de terrain, qui a eu un match très difficile. Tu vois, bah, alors il y a que sur beaucoup de le joueurs qui premier sont match, pour maintenus. le coup, il change En beaucoup de deuxième choses, période. il tente En des deuxième choses en période. deuxième période. Tu vois, c'est un coach quand même qui est actif sur en tout cas sur le premier match. On a salué, les changements du Japon, on en a parlé ici, des changements à la fois de système, de joueurs, de profils très offensifs. C'est vrai que là, il passe à côté d'une grande occasion, Mais et en plus, ils ont si tu veux, en plus, ils sont sanctionnés parce qu'ils doivent pas perdre le match normalement au vu du contenu. Mais c'est comme si, le foot les avait un peu sanctionnés. Il avait dit: «Mais attendez, là, vous aviez la possibilité de faire une deuxième victoire de suite sur le Costa Rica, vous êtes en pleine bourre, vous avez des joueurs en confiance, vous avez cette approche-là contre le Costa Rica, bon, bah, tant pis pour vous, le football va vous punir» et bim, mais, 1-0. 4 tirs du Costa Rica en 2 matchs, je C'est ce que crois. j'ai demandé, c'était comment la physionomie du match? Le Costa Rica a quand même eu un peu d'occasion. Navas fait un demi-million non, d'arrêts. non, 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 non. Ils ont une occasion, une demi-occasion, le gardien a C'est 0 un jump tir sur en deuxième l'action et ça période. fait but. C'est le seul tir, ouais. Ils finissent à 0,11 XG, Zach, le match, et ils ont marqué quand même. Donc, bravo à eux. Mais non, mais Ouais, ça rentre bien, Dan, ouais. je pense que tu as vu le match comme moi. Deuxième période, entrée de Mitoma, entrée d'Ito. Première prise de balle d'Ito, gros décalage. Il y a un joueur du Costa Rica qui peut prendre rouge. Qui peut Et prendre rouge Mitoma, devant la surface et ouais, qui fait Mitoma, il a pas cessé d'avancer, dans la surface, et sur le Mitoma, côté et faire des sur un de ses ballons sur le côté, il élimine un joueur, il lui fait fente de corps, il passe à gauche, il rentre dans la surface, passe en retrait, grosse occasion, triple sauvetage du Costa Rica. Mais tu as passé 65 minutes sans les deux sur le terrain. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de regrets parce que le scénario le plus probable, c'est quand même de perdre contre le Japon, l'Espagne, et que l'Allemagne batte le Costa Rica. Et à ce moment-là, tu peux même être dernier de ta poule si ça tourne mal sur la différence de but. et le Donc, pire, Enki a raison, c'est qu'en plus, tu même pas, mis une équipe de contrôle parce que tu pas forcément réussi à tenir le ballon. Le Costa Rica, il y avait du déchet en fait dans chez les Japonais, donc le Costa Rica l'a récupéré assez vite. L'utilisait plutôt bien, alors pas pour aller jusqu'au but, mais dans les petits échanges, une fou avant, on va dire dans les 2 premiers tiers du terrain, bon, on a vu quand même des joueurs qui touchaient un peu le ballon, avec une certaine technique et ils ont eu davantage le ballon que le Japon. Donc, bon alors, il a fait ses choix, le coach, mais en tout cas, il je pense qu'il est le premier à être insatisfait de ses choix. alors, on dit sur le chat que j'ai mal digéré le Costa Rica 2014 en tant que grec. Et c'est vrai, parce que la Grèce avait été meilleure sur le match et Et Samaras moi doit aussi qualifier. en tant que fan absolu de Samaras. Quel citoyen Ah du oui, mais monde. Samaras doit qualifier la Grèce ce jour-là. C'est une possibilité pour la Grèce d'aller en huitième de finale de Coupe du Monde. Enfin bref, c'était la folie. Mais voilà, comme ça, on connaît vraiment mes origines. Il y avait peu de doutes. Mais bon, voilà. Eh bah écoutez, on aura débriefé un petit peu de tous ces matchs et ça avait pas l'air d'être le plus passionnant non plus. J'ai l'impression ce Japon-Costa Rica, donc j'ai pas eu le sentiment d'être passé à côté de grand chose. Par contre, je sais pas pour vous dans le chat, mais je trouve que c'était l'une des journées les plus kiffantes de CDM au global. Et je dis pas ça que pour Maroc-Belgique, c'est juste que même Espagne-Allemagne, Canada-Croatie, c'était vraiment très cool. Donc vraiment, j'ai bien kiffé et j'ai l'impression que c'est un petit peu le sentiment et la vie générale. Et on continuera demain. Alors demain, je vais me permettre de regarder, vous savez quoi, la carte des matchs. Et comme d'hab, on se laisse un dernier mot pour, voilà, qu'est-ce qu'on attend pour demain, un match en particulier, un joueur, quelque chose. Alors, je vais regarder, je sais déjà qu'il y a le Brésil et tout, mais bien entendu, je vais regarder. Calendrier Coupe du Monde. Alors demain, on commence la journée avec un fabuleux Cameroun-Serbie, Corée du Sud-Ghana à 14h, Brésil-Suisse à 17h. Et enfin, l'opposition forte entre le Portugal et l'Uruguay. Dan, qu'est-ce que tu attends de cette journée?
Je laisserai Raphaël parler de l'Uruguay et donc j'attends que le Brésil j'attends de voir ce que le Brésil en fait, comment le Brésil va jouer sans Neymar. Visiblement, il y a Fred qui entre dans le milieu. Qu'est-ce que ça va changer, dans la manière de jouer du Brésil? Voilà, c'est plutôt, ce qui en regardant le programme, ce qui me rend, le plus curieux. Raz me fait bien rire sur le chat avec son moi je prends plus la peine de voir les matchs de 11h. Oui, c'est Il vrai y que a ce eu Argentine-Arabie Cameroun-Serbie, Saoudite quand même. Ouais, oui, il y a eu ça c'est Argentine vrai. Arabie Saoudite à 11h. Mais c'est vrai que le Cameroun-Serbie à 11h, il peut faire peur. Alors si on avait un animateur camerounais, je dirais pas ça évidemment parce que je suis un gros vendu, je dirais qu'on a très très hâte de voir le Cameroun. Mais, mais c'est pas le cas. Mais par contre, non, la Serbie quand même. On avait parlé de la Serbie en disant, ah, ils ont des joueurs et tout, voir s'ils vont être un peu Oui, plus offensifs et proposer quelque chose contre le Cameroun et le j'espère. Portugal-Uruguay. Portugal et Uruguay qui me fait quand même très très peur quand tu vois les réflexes de l'Uruguay et ceux de Fernando Santos. Euh, voilà, je pense qu'un match nul satisferait les deux équipes. Ouais. Donc, Ça satisferait je... encore l'Uruguay après. Moi, je Oui, pense parce que que si la Corée du Sud vient à gagner contre le Ghana, ça peut peut-être c'est pas trop vrai que satisfaire c'est l'Uruguay, hein. vrai que tu le sauras avant le match. Tu sauras avant le match, donc ça Ouais, pourrait parce que aider. l'Uruguay avec 2 points, la Corée du Sud avec 4, t'es pas super content, hein. Et après, ouais, je serais curieux de vous revoir les milieux de terrain coréens que j'avais bien aimé contre l'Uruguay. C'était un des seuls trucs à sortir de ce match-là. Donc voilà, voilà à peu près pour cette journée-là. Mais c'est aussi la dernière journée avec 4 matchs qu'on peut voir. Oui, après c'est 16h, 20h, 20h. Donc profitons-en. Moi, je vais quand même noter, du coup, forcément, le match du Brésil, le match sans Neymar. La compo attendue sera avec Militao, apparemment. Paqueta, qui prendrait la place de Neymar. Casemiro et Fred dans le double pivot. Nécessairement, on a envie de revoir un petit peu de ce Brésil face à une Suisse coriace, une Suisse chiante à manœuvrer et une Suisse qui aura peut-être un peu plus de répondants, notamment en contre, par rapport à une Serbie qui a été très miaulante. Voilà. À voir, hein, peut-être que si c'est une autre purge côté suisse, ça voudrait dire que le Brésil asphyxie totalement ses équipes qui n'arrivent pas à produire quoi que ce soit en compte, mais on va pouvoir le regarder dès demain. Donc le Brésil-Suisse, je le regarde d'un bon oeil, j'ai l'impression que nos amis suisses vont pouvoir poser problème, c'est mon petit call. Je pense quand même victoire Brésil, mais moi ça m'étonnerait pas une victoire genre 2-1, tu vois, un truc comme ça, genre quelque chose un peu serré. Je vois pas une tarte. Demain en soir, on va en parler, il y aura 6-0, mais C'est enregistré déjà, de toute façon, ne Ouais, t'inquiète c'est pas. mort, Zach, c'est mort. me suis sûr, on est ensemble et j'ai parié sur vous et on sera là de toute façon demain soir pour en discuter. Demain soir, ce sera la 8e du Salon Taxi, ça fera pile une semaine qu'on aura lancé ça et c'est grave cool. En gros, pour vous dire un petit peu près, enfin un petit peu, la semaine prochaine, il y a encore des matchs tous les jours, donc vous aurez le Salon Taxi à nouveau tous les jours. Et ensuite, à passer les 8e, je crois, entre les 8e et les quarts, il y a quelques jours sans match. Là, il n'y aura pas émission. Et ensuite, on reprendra les jours de match, d'accord. Donc les soirs de 8e, les soirs de quart, les soirs de demi et enfin le soir de la grande finale. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était très cool. Toujours un plaisir d'animer ça avec les grands Dan Perez et Raphaël Cosmidis. On vous remercie de nous avoir suivis. Encore une fois, si vous avez raté le replay, il est disponible en podcast et sur la chaîne YouTube L'équipe. Elle sort dès le lendemain. Donc, c'est grave cool. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne Twitch pour avoir les notifications quand on lance demain à 23h. On vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao! Ciao, ciao.